Dans la précédente chronique, je vous ai conduit de la fin tragique de la cité de Pompéi à la découverte d'oasis de vie au fond des océans. Cette nouvelle chronique vous conduira d'un serpent qui se mord la queue à l'autocannibalisme des cellules. Cette chronique démarre par un lever de soleil sur l'Égypte antique. Selon la mythologie égyptienne, le dieu Ra ou Ré est le dieu soleil, le dieu primordial à partir duquel le monde s'est créé. Le dieu Ra est aussi le père de tous les pharaons. Ra apparaît chaque matin à l'Orient lors du lever de soleil. Puis, pendant les 12 heures du jour, transporté sur une barque solaire, il traverse l'étendue du ciel au-dessus du monde des vivants. Puis, le dieu Ra va disparaître à l'Occident lors du coucher de soleil. Et dans une nouvelle barque, il va entamer, en sens inverse, un autre périple de 12 heures dans le royaume souterrain des ténèbres et des morts, le monde dont le dieu Osiris est le souverain, le monde de l'au-delà que les Égyptiens anciens appelaient la Doua. Au cours de son voyage souterrain dans la Doua, le dieu Ra va devoir affronter les puissantes forces du chaos, représentées notamment par le terrible serpent géant qu'est le dieu Apophis. Et pendant ce périlleux voyage nocturne, Ra est aidé par d'autres divinités, dont le dieu Seth, qui va violemment transpercer avec son harpon le serpent Apophis. Et le dieu Ra va sortir ainsi indemne du royaume des morts pour réapparaître à l'Orient le matin suivant. Et ainsi, chaque lever de soleil est une victoire remportée par le dieu Ra sur les forces des ténèbres, une nouvelle naissance du dieu Ra après qu'il ait été confronté pendant 12 heures à la mort. Les 12 heures du voyage souterrain de Ra nous sont racontées en détail dans les livres funéraires de l'Amdoua, ce qui signifie en égyptien ancien ce qu'il y a dans la Doua. La version complète, la plus ancienne de ce texte, a été retrouvée dans la tombe de Thoutmôsis III, un pharaon qui régnait en Égypte 15 siècles avant notre ère. Chaque pharaon est une réincarnation vivante du dieu Ra, et lorsqu'un pharaon meurt, il voyage avec Ra à travers le royaume des morts. Puis, quand le dieu Ra réapparaît à l'Orient, le pharaon revient aussi à la vie, accédant ainsi à l'immortalité. Parmi les divinités qui aident Ra à affronter les forces des ténèbres, il nous faut évoquer le dieu Mehen, ce qui signifie celui qui s'enroule. Et en effet, lorsque Ra traverse le monde des ténèbres, le dieu Mehen, dont le corps est celui d'un serpent, va s'enrouler autour de la cabine de Ra afin de le protéger. Et lorsque le pharaon accompagne le dieu Ra dans le monde des ténèbres, il est aussi protégé par le dieu Mehen. Et ainsi, le corps serpentiforme du dieu Mehen constitue une barrière de protection à la fois physique et divine.
Notons que dans l'Égypte ancienne, Méhen était aussi un jeu où un serpent enroulé sculpté faisait office de plateau. La représentation initiale de Méhen est au départ une ligne ondulée qui entoure le dieu Ra ou qui entoure le pharaon. Mais cette représentation du dieu Méhen va devenir ensuite un cercle unique et continu, c'est-à-dire un serpent qui mord sa propre queue. Les premières représentations de ce serpent, qui se referme entièrement sur lui en dévorant sa queue, ont été découvertes dans la chambre funéraire de Toutankhamon, un pharaon qui régnait sur l'Égypte 14 siècles avant notre ère. On peut voir ici deux serpents qui se mordent la queue, l'un entoure la tête du personnage central et l'autre entoure ses pieds. Ce personnage central est le dieu Osiris ou bien le pharaon défunt qui se trouve ainsi protégé par ces deux serpents. Le serpent qui se referme sur lui-même symbolise le passage d'Osiris ou du pharaon du monde des morts vers le royaume des vivants. Et dans l'Égypte ancienne, ce dessin du serpent qui se mord la queue va être très utilisé, notamment sur les cercueils, puisqu'il est un symbole de résurrection. Ce symbole égyptien, considéré alors comme magique, et sur lesquels un ouroboros est gravé. L'ouroboros va devenir ensuite un symbole utilisé par les alchimistes, qui sont en quelque sorte les pionniers de la chimie. Une alchimiste égyptienne dénommée Cléopâtre, et qui n'a rien à voir avec la reine d'Égypte, officie à Alexandrie 3 ou 4 siècles après Jésus-Christ. Elle essaye de produire la pierre philosophale, c'est-à-dire une substance qui permettrait de transformer le plomb en or ou bien qui permettrait de prolonger notre durée de vie. Et une des premières représentations d'un ouroboros dans un écrit d'alchimiste apparaît dans l'œuvre la plus reconnue de Cléopâtre, l'alchimiste. Cette œuvre, intitulée La Chrysopée, est un simple papyrus contenant des dessins annotés et des symboles. Et parmi les symboles de la Chrysopée de Cléopâtre, on peut trouver un ouroboros qui encercle les mots suivants: tout est un. Curieusement, l'ouroboros va apparaître presque simultanément dans de nombreuses cultures et sur tous les continents. Et ainsi, dans diverses mythologies, un serpent géant qui mord sa propre queue enveloppe le monde. L'ouroboros est aussi à l'origine du symbole mathématique de l'infini, c'est-à-dire un 8 renversé. Et il existe un lézard qu'on appelle Ouroboros cataphractus et qui, pour se défendre face à un prédateur, saisit sa queue dans sa gueule et s'enroule ainsi sur lui-même. Le serpent symbolique qui se mord la queue a donc plusieurs significations. Il constitue une frontière protectrice qui délimite un environnement spécifique. Il est un symbole d'autodestruction puisque le serpent dévore sa propre queue, mais il symbolise aussi le renouvellement puisque en mangeant une partie de son propre corps, le serpent assimile les éléments qui lui permettent ainsi de se reconstruire en permanence. L'ouroboros représente aussi un équilibre de forces contraires qu'on va retrouver dans le yin et le yang de la culture chinoise. Se refermant sur lui-même, l'ouroboros symbolise un cycle permanent où le début et la fin
se confondent. L'ouroboros est un symbole de transformation cyclique du monde, de résurrection et donc d'immortalité. Et ce symbole qu'est l'ouroboros va nous permettre d'évoquer maintenant un processus cellulaire étonnant qui permet à nos cellules de réaliser leur auto-cannibalisme et qui, curieusement, démarre par la formation d'une sorte de petit ouroboros membranaire. Nos cellules sont capables de réaliser un processus de digestion intracellulaire grâce à la présence de petites vésicules qu'on appelle des lysosomes. Les lysosomes ont été découverts en 1955 par le chercheur belge Christian de Duven, dont les travaux furent récompensés en 1974 par le prix Nobel de physiologie ou médecine. Presque toutes les cellules eucaryotes animales contiennent dans leur cytoplasme des dizaines ou des centaines de lysosomes. Les lysosomes sont de petits organites de la cellule, limités chacun par une seule membrane. Membrane qui sépare le contenu lysosomal du cytosol, le cytosol étant la phase liquide intracellulaire dans laquelle baignent les organites cytoplasmiques de la cellule. À l'intérieur du lysosome sont présentes des enzymes digestives appelées des hydrolases acides. Hydrolases parce qu'elles permettent d'hydrolyser, c'est-à-dire de digérer des éléments, notamment des macromolécules, et acides parce que l'activité optimale de ces enzymes nécessite un environnement acide. Ces enzymes des lysosomes sont synthétisées par les ribosomes liés au réticulum endoplasmique rugueux, puis ces enzymes passent dans l'appareil de Golgi avant de se retrouver dans les lysosomes. Sur la membrane du lysosome sont présentes des pompes à protons ou ATPase H+. En utilisant l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP, ces pompes permettent de stocker activement des protons dans le lysosome, conférant ainsi au contenu lysosomal le pH acide d'environ 5 qui est nécessaire à l'activité des hydrolases acides du lysosome. Et ainsi, le contenu du cytosol est doublement protégé d'une attaque par les enzymes lysosomales, d'une part parce que la membrane du lysosome maintient normalement les hydrolases acides hors du cytosol, et d'autre part parce que s'il y avait une fuite de ces enzymes lysosomales dans le cytosol, elle ferait peu de dommages parce que le pH du cytosol n'est pas acide, mais neutre, voisin de 7,2. La plupart des protéines de la membrane du lysosome sont fortement glycosylées, c'est-à-dire associées à des sucres, ce qui contribue à protéger ces protéines membranaires contre l'action des protéases contenues dans le lysosome. La membrane du lysosome contient des protéines de transport qui permettent aux produits issus de la digestion dans le lysosome, par exemple des acides aminés issus de l'hydrolyse de protéines, de passer dans le cytosol où ils peuvent ensuite être utilisés par la cellule. Les substances que les lysosomes vont digérer peuvent être livrées au lysosome par plusieurs voies possibles. Par exemple, les macromolécules
du liquide extracellulaire peuvent rentrer dans la cellule par un processus d'endocytose avec invagination de la membrane plasmique. C'est-à-dire que la membrane de la cellule va localement subir une déformation vers l'intérieur de la cellule. Et ainsi, un fragment de membrane plasmique va progressivement se refermer autour du matériel capté. Et se forme ainsi, dans le cytosol, une petite vésicule qu'on appelle un endosome et qui contient le matériel extracellulaire que la cellule vient d'ingérer. L'endosome va fusionner ensuite avec un endosome précoce qui devient alors un endosome tardif. Et cet endosome tardif va ensuite fusionner avec un lysosome pour que le matériel qui est entré dans la cellule par endocytose puisse être maintenant digéré. Certaines cellules, telles que nos macrophages, sont capables de réaliser une endocytose particulière appelée la phagocytose. Et dans ce cas, la membrane plasmique va émettre vers l'extérieur des prolongements qui vont capturer de grosses particules et des microbes, par exemple des bactéries. La phagocytose aboutit à la formation d'une vésicule appelée le phagosome, et le phagosome va fusionner ensuite avec un lysosome, ce qui permet par exemple de digérer la bactérie que la cellule a capturée. Notons que dans ces deux exemples, les substrats de la digestion lysosomale proviennent de l'extérieur de la cellule et on parlera, dans ce cas, d'hétérophagie. Mais les lysosomes peuvent aussi digérer du matériel qui est présent dans la cellule et on parlera alors d'autophagie. Le terme d'autophagie vient du grec auto qui signifie soi-même et phagie qui signifie manger. L'autophagie est une sorte d'auto-cannibalisme de la cellule, un peu comme dans le cas du serpent qui dévore sa propre queue. C'est Christian de Duve qui a introduit le terme d'autophagie pour nommer ce processus que lui et d'autres chercheurs ont observé dès les années 1950 dans le foie et dans les reins. Ce processus d'autophagie est caractérisé par la présence dans le cytoplasme de vacuoles très particulières, limitées par une double membrane et contenant des éléments du cytoplasme de la cellule elle-même, comme par exemple du réticulum endoplasmique rugueux, des ribosomes ou des mitochondries. Cette vacuole à double membrane est appelée un autophagosome. Et l'autophagosome va ensuite fusionner avec un lysosome afin que le contenu de cet autophagosome puisse être digéré. Ce sont les travaux du chercheur norvégien Seglen au cours des années 1980 qui vont fournir les bases de la compréhension cellulaire et moléculaire de l'autophagie. Seglen visualise en microscopie électronique en transmission la structure membranaire qui englobe le matériel cytoplasmique pour former l'autophagosome et il va donner le nom de phagophore à cette structure en croissant qui précède la formation de l'autophagosome. Un phagophore est visible ici, près du réticulum endoplasmique, et ce phagophore va progressivement former un autophagosome tel que celui qui est observé ici et qui contient divers éléments du cytoplasme que la cellule va digérer par autophagie. Et dans les années 1980, Seglen va également identifier un compartiment issu de la fusion d'un autophagosome
et d'un endosome tardif. Ce compartiment, appelé l'amphysome, montre l'existence de liens entre l'autophagie et l'endocytose. L'autophagie est un processus qui se réalise en 5 étapes successives. La première étape est celle de la nucléation, où se forme, à partir notamment du réticulum endoplasmique, le phagophore, qui est une sorte de petit serpent en forme de croissant et limité par une seule membrane. La seconde étape est celle de l'élongation du phagophore, pendant laquelle ce petit serpent qu'est le phagophore s'allonge tout en continuant de s'incurver, comme si ce serpent membranaire voulait se mordre la queue. Et de la même façon que l'ouroboros permet de limiter un compartiment, le phagophore qui s'allonge en se refermant sur lui-même va séquestrer une partie du contenu du cytoplasme. Comme l'ouroboros symbolique, le phagophore va en quelque sorte finir par se mordre la queue, puisque les deux extrémités du phagophore vont fusionner entre elles. Ce processus de fermeture du phagophore, qui est la troisième étape de l'autophagie, aboutit à la formation de l'autophagosome, une vacuole qui se trouve donc limitée par une double membrane et qui peut contenir des macromolécules, des organites et des micro-organismes intracellulaires. La quatrième étape de l'autophagie est celle de la fusion et elle peut se faire de deux façons possibles. L'autophagosome peut d'une part fusionner avec un endosome tardif, formant alors un amphysome qui va fusionner à son tour avec un lysosome. L'autophagosome peut d'autre part fusionner directement avec un lysosome. Dans les deux cas, on obtient un autolysosome dans lequel les hydrolases du lysosome vont permettre la cinquième et dernière étape du processus d'autophagie, celle où sont digérés les éléments cellulaires que contenait au départ l'autophagosome. Et les éléments issus de la digestion vont sortir de l'autolysosome pour être utilisés par la cellule et ils sont donc finalement recyclés par la cellule. Ce mécanisme d'autophagie en 5 étapes permet de dégrader massivement des macromolécules ou des organites de la cellule et on appelle donc ce processus la macro-autophagie puisqu'il permet de séquestrer puis de digérer de grosses portions du cytoplasme à l'intérieur d'autophagosomes et ces grosses portions de cytoplasme sont ensuite digérées après que l'autophagosome est fusionné avec un lysosome. Mais il existe d'autres types d'autophagie que celles que nous venons de décrire par ce schéma. En effet, en plus de la macro-autophagie, il existe une autophagie dépendante des protéines chaperones et qui va dégrader sélectivement des protéines cytosoliques qui possèdent dans leur séquence un motif particulier. Ces protéines spécifiques à dégrader sont d'abord prises en charge par un complexe formé notamment par des protéines chaperones. Et ce complexe va permettre à ces protéines spécifiques d'être dirigées jusqu'au lysosome où un récepteur présent sur la membrane du lysosome va les reconnaître et va permettre de les faire rentrer à l'intérieur du lysosome pour y être digérés. Une autre forme d'autophagie est la micro-autophagie. Dans ce cas, des petites portions du cytoplasme vont pénétrer dans le lysosome par une invagination de la membrane lysosomale.
des trois formes d'autophagie qui sont présentées sur ce schéma, la macro-autophagie est la seule qui met en jeu la formation d'autophagosomes, ces vacuoles à double membrane, et la macro-autophagie constitue une des formes majeures de l'autophagie. Par simplification, j'utiliserai par la suite le terme d'autophagie pour parler en fait de la macro-autophagie. Au début des années 1990, le chercheur japonais Yoshinori Osumi mène ses recherches sur un organisme eucaryote unicellulaire appelé Saccharomyces cerevisiae, c'est-à-dire la levure de bière ou la levure du boulanger. Osumi va montrer en 1992 que le mécanisme d'autophagie existe dans les cellules de levure et qu'il est stimulé en réponse à une carence en source d'azote. Et en 1993, il va identifier les premiers gènes ATG qui sont impliqués dans l'autophagie. Puis, en 1998, avec ses collaborateurs de l'époque que sont Mitsushima et Yoshimori, il va décrire le rôle de protéines ATG de levure dans la formation du phagophore. Et la même année, le laboratoire américain de Levin et l'équipe japonaise de Mitsushima, Yoshimori et Osumi vont montrer que les gènes ATG de la levure sont conservés chez les mammifères. On s'apercevra ensuite que, contrairement à la levure où un seul gène code pour chaque protéine ATG, de nombreuses protéines ATG chez les mammifères sont codées en fait par plusieurs gènes différents, probablement parce que des événements de duplication de gènes ont eu lieu au cours de l'évolution. Et cette diversification des gènes ATG pourrait être le reflet de la nature plus complexe de l'autophagie dans les cellules de mammifères que dans les cellules de levure. Les gènes ATG des eucaryotes, qui existent de la levure jusqu'à l'homme, codent des protéines ATG qui se lient entre elles pour former des complexes protéiques. Et divers complexes protéiques contenant des protéines ATG vont se fixer successivement sur des portions de membrane, ce qui va permettre au phagophore de se former, puis de s'allonger pour devenir finalement un autophagosome. Et c'est donc un véritable balai de protéines spécialisées, essentiellement des protéines ATG, qui permet au petit serpent membranaire qu'est le phagophore d'apparaître, puis de s'enrouler en l'ouroboros membranaire qu'est l'autophagosome. En 2016, Yoshinori Osumi sera récompensé pour l'ensemble de ses travaux sur l'autophagie par l'attribution du prestigieux prix Nobel de physiologie ou de médecine. À partir des années 2001, les rôles de l'autophagie dans des organes ou dans des tissus spécifiques vont commencer à être explorés dans des modèles d'animaux transgéniques dont on a inactivé certains gènes ATG. Par exemple, en 2006, l'équipe japonaise de Mitsushima étudie des souris transgéniques dont le gène ATG5 a été invalidé dans les neurones. Et ainsi, le niveau basal d'autophagie dans le cerveau de ces souris se trouve considérablement réduit, ce qui va provoquer une accumulation de protéines anormales à l'intérieur des neurones, ce qui va entraîner aussi une
dégénérescence des neurones et un déficit progressif de la fonction motrice de ces souris transgéniques. L'autophagie basale, en éliminant les protéines anormales qui s'accumulent dans les neurones, joue donc un rôle protecteur contre la neurodégénérescence. En 2003, l'équipe américaine, conduite par Heinz, étudie des souris transgéniques dont on a invalidé un des deux allèles du gène ATG6 qui code pour la protéine BCLIN1 qui est impliquée dans l'autophagie. Et ces souris transgéniques vont développer des tumeurs dans divers tissus. En 2011, l'équipe de Mitsushima montre que des souris transgéniques dont le gène ATG7 a été invalidé dans les cellules du foie développent des tumeurs hépatiques associées à l'accumulation dans les sucs du foie de mitochondries endommagées qui produisent des espèces réactives de l'oxygène dont l'effet est d'altérer l'ADN. Et donc, un des modes d'action de l'autophagie dans sa fonction de protection contre les cancers est de permettre la destruction de mitochondries endommagées, ce qui réduit la production des espèces réactives de l'oxygène et ce qui limite ainsi les lésions de l'ADN qui pourraient conduire au cancer. Des études de l'autophagie sont conduites sur d'autres modèles animaux que la souris, par exemple chez la petite mouche appelée la drosophile, chez le petit ver qu'on appelle le nématode ou bien chez le poisson zèbre. Et l'étude de l'autophagie chez les plantes a également été conduite par de nombreux laboratoires, dont celui d'Osume. Et les études conduites sur cette diversité de modèles vont révéler que l'autophagie est un mécanisme biologique vital très conservé chez les eucaryotes. Ce processus d'autophagie va intervenir dans le développement, puis dans le maintien de l'équilibre des tissus et des organes. Le mécanisme d'autophagie de nos cellules est placé sous le contrôle de facteurs extracellulaires. Le stimulus le plus efficace pour déclencher l'autophagie est la carence en nutriments. Mais l'autophagie peut aussi être induite par l'absence de facteurs de croissance, ou par l'hyperthermie, ou par un manque d'oxygène, ou encore par la présence de glucagon, qui est une hormone produite lors du jeûne. Notons que la rapamycine, dont je vous ai parlé dans ma première chronique, est un médicament immunosuppresseur qui induit aussi l'autophagie en bloquant une enzyme présente chez les mammifères et qu'on appelle mTOR. Cette enzyme mTOR est une kinase qui fait partie du complexe mTORC1. Et lorsque cette enzyme mTOR est active au sein du complexe mTORC1, elle va empêcher la mise en route de la machinerie d'autophagie. En présence d'une quantité suffisante de nutriments, en présence de facteurs de croissance ou encore en présence d'insuline, l'enzyme mTOR et le complexe qui la contient sont actifs, ce qui va empêcher le déclenchement du mécanisme d'autophagie. Mais, par exemple, lors d'une carence en nutriments ou bien en présence de rapamycine, le complexe mTORC1 est inactif et l'autophagie se trouve alors déclenchée. L'autophagie est un processus qui protège les cellules. En effet, en éliminant dans les cellules les molécules qui sont altérées ou bien les organites vieillissants, l'autophagie va maintenir la qualité
des constituants du cytoplasme. L'autophagie élimine ainsi des protéines anormales présentes en excès, ou bien elle va éliminer des éléments dont l'activité altérée risque de compromettre le fonctionnement cellulaire. L'autophagie fonctionne donc comme un mécanisme d'entretien qui permet de préserver le bon fonctionnement cellulaire en nettoyant sans cesse la cellule et en récupérant les produits de cette autodigestion dans un but de recyclage. L'autophagie se produit à l'état normal dans les cellules. On dit alors qu'elle est basale ou encore constitutive et elle maintient ainsi en permanence l'équilibre des cellules. Mais l'autophagie peut aussi être activée en réponse à différents stress de l'environnement, comme par exemple, nous l'avons vu, en réponse à une carence en nutriments. Et cette autophagie est qualifiée alors d'induite, constituant ainsi une réponse adaptative à ces stress de l'environnement. Par exemple, lors des périodes de jeûne, l'autophagie est stimulée pour maintenir un niveau intracellulaire de nutriments compatible avec les besoins énergétiques de la cellule. Et cette fonction s'applique notamment au moment de la naissance du souriceau, parce qu'à cet instant, l'apport nutritionnel maternel par le placenta va se trouver brusquement interrompu. Et l'autophagie contribue ainsi pendant les premières heures qui suivent la naissance du souriceau aux besoins énergétiques importants de certains de ses organes, par exemple de son cœur. Notons que l'autophagie peut aussi avoir un caractère très sélectif par l'activité de récepteurs qui vont reconnaître d'une part la machinerie autophagique et d'autre part la cible à dégrader. Par exemple, des cellules exposées à des toxines mitochondriales vont réagir en activant une réponse autophagique très sélective, qu'on appelle la mitophagie, et qui va digérer spécifiquement les mitochondries endommagées. Et on peut observer, par exemple ici, des mitochondries endommagées qui sont chacune entourées par un phagophore en cours d'allongement, et ces mitochondries seront ainsi détruites spécifiquement par le processus de mitophagie. L'autophagie est aussi un mécanisme de défense contre les infections bactériennes et virales. On l'appelle alors la xénophagie, et son étude a ouvert un nouveau champ de recherche dans la lutte contre les maladies infectieuses. L'autophagie peut donc constituer un mécanisme de survie de la cellule, par exemple face à un manque de nutriments, mais aussi face à une infection par un microbe pathogène. Mais l'autophagie peut aussi conduire à une autodestruction de la cellule par mort cellulaire autophagique, soit parce que l'autophagie devient excessive, soit parce que l'autophagie se met à détruire spécifiquement des organites indispensables au bon fonctionnement de la cellule. Nous avons vu que l'autophagie peut exercer des effets neuroprotecteurs. La grande majorité des maladies neurodégénératives est en effet associée à une accumulation de protéines non dégradées et agrégées, ainsi qu'à un dysfonctionnement de l'autophagie. La stimulation pharmacologique de l'autophagie peut donc s'avérer efficace pour éliminer ces inclusions protéiques et ainsi lutter contre ces maladies neurodégénératives. Notons que dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, l'interruption de l'irrigation de certains neurones dans le cerveau peut déclencher la mort autophagique de ces neurones. Et dans ce cas, une stratégie pour
freiner cette mort neuronale est alors, au contraire, d'empêcher l'autophagie. Nous avons vu que l'autophagie peut aussi empêcher le développement de cancer. Mais le rôle que joue l'autophagie dans le processus tumoral est en fait plus complexe, parce que les cellules cancéreuses peuvent aussi détourner l'autophagie à leur propre avantage pour favoriser leur survie et leur fonction invasive, ou bien pour résister aux traitements thérapeutiques contre le cancer. L'autophagie peut donc exercer des propriétés pro-tumorales ou anti-tumorales, par exemple en fonction du type de cancer. Et ainsi, aujourd'hui, dans l'arsenal médical, la possibilité de moduler l'autophagie constitue un enjeu thérapeutique majeur dans la lutte contre certaines maladies telles que les maladies neurodégénératives et le cancer. Le serpent symbolique qu'est l'Ouroboros se développe tout en mangeant son propre corps afin de se renouveler. Et de même, nos cellules maintiennent leur équilibre en se reconstruisant en permanence tout en éliminant par autophagie certains de leurs constituants. Et comme le dieu serpent Mélène entourant le dieu Ra ou le pharaon pour les protéger durant leur passage dans le monde des ténèbres, l'autophagie protège nos cellules et notre corps. Elle permet la survie cellulaire en limitant l'accumulation de matériel cytoplasmique qui pourrait être nocif, tout en recyclant des éléments nécessaires à son activité. En nettoyant et en alimentant nos cellules, elle freine leur vieillissement. À l'échelle de notre organisme, l'autophagie freine les réponses inflammatoires, elle participe à notre immunité et elle contribue à nous protéger de pathologies telles que le cancer et les maladies neurodégénératives. Les capacités autophagiques déclinent au cours du vieillissement de l'organisme, mais on a pu montrer que la stimulation pharmacologique de l'autophagie peut ralentir le vieillissement du corps et retarder l'apparition de maladies liées au vieillissement, comme par exemple les maladies cardiovasculaires et le diabète. L'emploi d'activateurs pharmacologiques de l'autophagie peut donc présenter une utilité non seulement pour traiter des pathologies ayant pour origine des défauts de l'autophagie, mais aussi pour espérer pouvoir un jour prolonger notre longévité. La prochaine chronique vous conduira d'une curieuse petite mouche pourvue de pattes sur la tête à la découverte des gènes architectes